Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et de votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans le dernier épisode du bloc sous les lambris de la librairie, aujourd'hui, nous allons changer d'époque par rapport aux autres livres et nous nous transportons en Espagne. Et à votre avis, si je vous dis littérature classique espagnole, vous allez me dire exactement Don Quichotte. Alors normalement c'est Don Quixote, c'est un peu plus classe. Pardonnez-moi, j'ai fait allemand, anglais, latin, grec, l'espagnol. Je ne maîtrise pas les accents, donc je vais forcément parler tout le temps de Don Quichotte. Je vais forcément mal prononcer les noms et je m'en excuse. Ou pas. Alors, on remet un peu dans le contexte. On est on est en 1605 quand le livre paraît. Et en fait, il a été écrit en prison. Et oui, Cervantes a écrit ce texte en prison et c'est très important pour comprendre l'histoire de Don Quichotte. En fait, Cervantes, il a eu une vie avant d'être écrivain. Il a même eu 2 vies avant d'être écrivain. La première vie, c'est soldat. C'est un héros de la guerre. Et malheureusement pour lui, il perd sa main droite à la bataille de l'Épante, ce qui fait que un soldat sans main, c'est comme un chat sans poil, ça sert à rien. Ce qui fait qu'il est obligé de changer de vie et il devient donc collecteur de taxes. Malgré le fait qu'il soit collecteur de taxes, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il finit en prison parce qu'il n'a pas tout bien déclaré. Voilà. Donc il est en prison avec une main qui ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Et en fait, il va écrire Don Quichotte. Don Quichotte, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un homme qui, certains diront qu'il est fou, mais en fait qui a un système de valeurs complètement anachronique, à savoir qu'il est fan de la chevalerie. Et en fait, à la base, Cervantes a écrit ce texte pour se moquer de la mode de l'époque qui était il fallait mettre de la chevalerie partout. C'est un peu comme si moi je vous écrivais une satire de dark romance. Parce que je déteste la dark romance, qui n'est pas de la littérature, qui est au contraire une apologie des violences sexuelles. Donc bon voilà, c'est un peu le délire de je m'ennuie, je vais critiquer et donc je vais écrire une satire sur un sujet que je déteste. Et là en fait, tout va s'emballer pour Cervantes. Parce qu'effectivement, ça va être un succès assez phénoménal. Donc en fait, effectivement, il s'est fait dépasser totalement par son œuvre. Donc là, on retrouve Alonso, qui est le personnage principal, Don Quixote. En fait, il n'est pas fou. Contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, il n'est pas fou, mais il est juste, vous allez comprendre mes petits neuroas, il a juste le cerveau complètement saturé. Mais vraiment, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et la différence entre notre héros et les héros précédents, c'est que, en fait, là où, que ce soit Robinson, Gilliatt ou même dans les Rougon-Macquart à différents degrés, ils étaient basés sur le réel. Ils étaient basés sur le factuel, sur le tangible, sur le concret, sur le j'ai coulé, je me suis battu avec une pieuvre, j'ai récupéré la Durande. Là, on passe sur un concept. En fait, le personnage, il ne vit que sur un concept. Donc autant vous dire que ça peut être un sable mouvant pour certaines personnes. Les alistes nous voient comme des fous, alors qu'en fait, on a juste un mode de pensée et un système de pensée qui n'est pas du tout le même qu'eux. Mais là, en fait, on est sur un personnage qui est complètement sursaturé. Et là, en fait, comme il est complètement sursaturé, on a beaucoup d'entre nous avons ce biais, il va avoir un objet d'hyperfixation. Enfin, alors là, pour le coup, c'est pas un objet. Il va avoir une chose d'hyperfixation qui va être la lecture. Bah oui, c'est pour ça aussi que j'ai pris ce bouquin-là. Il va être obsédé par la lecture. Mais attention, il va être obsédé en mode... en mode hardcore. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un homme qui a de l'argent, qui a des terres. Et bien en fait, il va vendre des terres
pour pouvoir s'acheter des livres. Donc là, en fait, on est sur un système de valeurs assez dingue. Il découvre la chevalerie et il veut consommer tout ce qui a trait à la chevalerie. Et vous voyez très bien de quoi je parle, mes petits neurois. Dès qu'on a un thème de prédilection, on va tout vouloir faire. Que ce soit dans la littérature, on va découvrir un auteur, on va découvrir un acteur, je plaide coupable. On va découvrir une technique, on va pouvoir mélanger nos délires. Je vous rappelle juste que moi, 2 de mes thèmes, c'est les arts créatifs et les pieuvres. Bon, vous avez tous vu dans l'épisode précédent, qu'est-ce que ça donne. Donc tout ça pour vous dire que lui, en fait, il va vouloir vivre selon le mode de pensée de la chevalerie. Alors, je connais pas vraiment la chevalerie espagnole, je connais plus la chevalerie française, mais alors ça a duré quand même un certain temps. À la base, la chevalerie a été créée quand même pour que les mecs, les gros violents qu'on savait pas quoi faire, on allait leur donner grosso modo un code d'honneur. Et comme ça, ils allaient se battre, mais pour des vraies bonnes raisons, à savoir défendre le roi, défendre Dieu et défendre le territoire. Au fur et à mesure du temps, quand ils se sont rendus compte que ça va, on arrivait à maîtriser un peu la bête, on allait leur rajouter des tâches, notamment l'amour courtois, la poésie, ce genre de choses. Mais normalement, il y a un système de valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans les 10 règles du chevalier, si votre seigneur vous donne un ordre qui est contraire à la loi de Dieu, vous suivez toujours la loi de Dieu. Donc, on est quand même sur un système de valeurs, normalement, sur le papier, assez rigide. Bon, on a tous des histoires avec des chevaliers qui ont un peu outrepassé les règles, mais Don Quichotte, lui, non. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous savez comme on peut être très rigide dans notre système de valeurs, et je vous ferai même un humour un peu pourri de « on est comme dans une armure ». Parce que là, rapport chevalerie-armure, on est bien. Donc en fait, par exemple, il y a un moment dans le bouquin où on va voir en fait cette bascule, la bascule du personnage, à savoir que comme il est chevalier, je viens de vous le dire, il doit avoir une armure. Tout bon chevalier a une armure et un cheval. On se rappelle juste du cheval de Don Quichotte. Et en fait, il a son cheval et il a son armure. Sauf que il va faire un premier modèle dans une espèce de carton, papier et carton. Et en fait, il va le tenter, il va le mettre en usage. Évidemment, ça va se casser. Et il n'est pas content, il en refait un autre. Mais là, en fait, il a décidé que c'était bon, qu'il allait fonctionner et que c'est comme ça. Non, en fait, parce qu'au début, comme il avait fait une première version qui n'avait pas été assez solide et que ça avait été détruit par son épée, il a dû être confronté à la réalité tangible et factuelle, ce que je vous disais avant, que là, on est plutôt sur du concept. Donc là, en fait, la deuxième version, il a décidé que non, ça c'est bon, ça suffit. Justement, ça lui suffit. En fait, il est passé vraiment que dans sa tête et quand même dans un déni de réalité, ce qui fait que il y a un glissement, entre guillemets, où on passe de la science à la croyance. C'est-à-dire que, alors la science, la vraie science, ça se vérifie. Sinon, c'est de la croyance. Si ça ne se vérifie pas, c'est de la croyance. C'est pas que c'est bien ou c'est pas que c'est mal, c'est juste que c'est une croyance. Tant qu'il n'y a pas de fait, tant que c'est pas avéré, tant que c'est pas scientifiquement prouvé, on peut considérer que c'est de la croyance. On déplaise à certains qui veulent nous faire croire le contraire. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment ce point de bascule où il va vraiment, entre guillemets, là on ne pourra plus le rattraper. Ce qui fait que là, par exemple, je vous ai parlé de son cheval qui s'appelle Rocinante. Vous allez vous dire, Rocinante, c'est super facile. Alors, en fait, il a mis 4 jours avant de choisir son nom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a fait une construction linguistique assez dingue, parce que le mélange entre Ross, qui est un vieux truc tout pourri, et Nantes, qui est beaucoup plus classe. Vous voyez, c'est au niveau, il est reparti dans ses cours de latin, de grec, et il a mélangé ce mot pour en faire un peu le symbole de ce qu'allait être sa vie future. Il reconstruit, en fait, il crée une langue pour créer son univers à lui. Alors Tolkien le fera au XXe siècle, sauf que lui, son univers,
au quotidien, Tolkien ne vivait pas dans les mondes de Hobbit, c'était les Hobbits qui vivaient dans leur Hobbit, il avait vraiment une séparation. Don Quichotte, lui, dans son univers à lui, il va recréer la langue pour se recréer, pour le faire adhérer à ce qu'il voit. Et ça me rappelle une phrase que ma mère m'avait dite, elle m'avait acheté ça sur une carte postale, que je ne sais plus où je l'ai mis, mais que j'adore, qui disait: la réalité, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois. C'est pas la meilleure idée quand on est neuro A, parce que ça peut nous emmener dans des délires, mais c'est pour vous donner une idée. Comme quoi, Don Quichotte et Cervantes ont quand même, ils avaient quand même 400 ans d'avance. Donc là, en fait, pareil, dans son univers un peu, alors, pas de dingue, parce que j'aime pas dire le terme dans son univers de dingue, ni dans son univers complètement fou, mais dans son univers à lui, dans son système de pensée, son système de valeurs à lui, qui dit chevalier, chevalerie, dit princesse. Donc là, en fait, il va s'inventer sa princesse à lui. Sauf qu'il ne va pas vraiment l'inventer à 100%, il va se baser sur une paysanne qu'il a croisée des années auparavant, qui ne doit pas forcément se souvenir de lui, et il la met sur un piédestal. Et en fait, il va l'inventer, il va la construire. À l'heure actuelle, on peut retrouver ça sur des fans un peu hardcore qui vont s'inventer une vie avec une star qu'ils ont croisée, ou alors les érotomanes, ça pour le coup, ils sont vraiment bien. Sauf que Don Quichotte, c'est un chevalier, donc il est en retrait parce que c'est la femme qu'il met sur un piédestal. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que son système de pensée va rencontrer la réalité. Parce que lui, il se balade donc avec son cheval, et il va rencontrer Marcella. Et Marcella, c'est un personnage qu'à l'heure actuelle, on pourrait dire féministe, même si j'aime pas cette étiquette, mais en fait, c'est un personnage qui, à l'époque, que ce soit dans le livre ou dans la société espagnole, c'est au minimum, c'est une sorcière. C'est-à-dire que c'est une femme indépendante qui vit sa vie. Et en fait, il va rencontrer une vraie femme qui va pouvoir l'aider à défendre ses vrais principes. C'est-à-dire qu'on va passer d'un principe de chevalerie dans sa tête à mettre en application son système de valeurs de chevalerie avec Marcella. C'est un vrai test moral. En fait, qu'est-ce qui se passe avec Marcella? C'est une femme c'est une bergère, en fait. Et elle a un homme qui la poursuit, qui est amoureux d'elle, comme tous les hommes sont amoureux de toutes les femmes. Et en fait, non, elle est pas, elle le rejette parce qu'elle a le droit de lui dire non. Les femmes ont le droit de dire non aux hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors pour le coup, ça nous arrange dans ce cas-là, c'est-à-dire que lui, il meurt. Donc au moins, il ne l'a pas tué, mais c'est lui qui meurt. Sauf que, en fait, cet homme-là, il avait une famille, il avait des amis qui font porter la responsabilité de la mort de cet homme à Marcella. Sauf que, encore une fois, elle lui a juste dit non. Et elle lui a juste dit non. Et son grand malheur, et là je cite parce que j'ai noté la citation, c'est « Je suis né libre et pour vivre libre, j'ai choisi la solitude des champs ». C'est vraiment pour vous dire que cette femme, normalement, encore une fois à l'époque, une femme, elle appartient à son père, ensuite elle appartient à son mari, et soit elle est au couvent, soit c'est une sorcière, vraiment. Donc là, en fait, le but de sa vie, elle veut juste être heureuse avec ses chèvres et ses brebis et ses moutons. C'est pas le truc le plus scandaleux et le plus dingue qu'elle puisse faire, mais en tout cas à l'époque ça ne passe absolument pas, elle doit forcément appartenir à quelqu'un. Et en plus de ça, vous imaginez que ce personnage féminin qui arrive dans un milieu quand même très masculin, en fait c'est pas une princesse à sauver, elle se défend très bien toute seule. Elle est vraiment effectivement, elle assiste à l'enterrement de l'homme qu'elle a quand même, qu'elle a refusé, qu'elle a rejeté, mais elle ne voulait pas de mal à cet homme. Et c'est juste sa famille qui ne trouvait ça tellement injuste. Et en fait, Don Quichotte est allé la défendre, mais en fait, elle lui dit, mon petit pépère, j'ai pas besoin de toi, je ne suis pas une demoiselle en détresse. Donc là, remettez dans le contexte de la femme qui se défend, et surtout, remettez dans le contexte de la littérature espagnole
du début 17e et remettez dans le contexte de Don Quichotte. Lui, c'est un chevalier. Pour lui, une femme a forcément besoin d'être protégée. Donc lui aussi, il est quand même, il est un peu perdu parce qu'il se retrouve face à une femme qui est forte, qui est indépendante, qui se moque totalement du regard des hommes et surtout, elle a bien conscience qu'elle n'est pas responsable du désir qu'elle suscite auprès des hommes et elle n'est pas non plus responsable de la mort de Chrysostome, donc c'était le nom du berger qui l'aimait, parce que en fait il est mort de dépit amoureux. Elle lui a juste dit non, t'es gentil, mais c'est pas contre toi, mais moi le but de ma vie c'est de vivre en solo avec mes chèvres dans le Larzac, enfin vous avez bien compris. C'est ça le but de sa vie, c'est pas contre lui, mais c'est vraiment elle. En fait, elle se choisit. Et elle se choisit de manière pleine et entière. Donc là, le Don Quichotte, il bug un peu quand même. Enfin, il a jamais vu ça en fait. Mais bon, ça lui met quand même. Il continue sa vie, il rencontre quand même Marcella, donc il a quand même profondément marqué. Et là ensuite, il va recruter au fur et à mesure de ses pérégrinations, il va recruter le fameux Sancho Panza. Le Sancho Panza, c'est un peu le Bernardo de Zorro, c'est-à-dire que c'est son acolyte. Et en fait, pourquoi il le suit? Parce que lui, il a bien compris que son maître, enfin si on peut appeler ça son maître, était il était dingue, hein, selon les critères de l'époque et de la société, et puis des gens, de ce qu'il lui a renvoyé, qu'il était complètement dingue. Mais en fait, lui, il est attiré par quoi? Parce qu'en fait, il lui a promis une île avec un nouveau système politique dont il serait le gouverneur. Donc lui, il se dit, attends, j'ai pas de vie, j'ai pas forcément d'avenir. Bon, banco, je le suis, au final, j'aurai une récompense. Et là, en fait, ça va être, je vais pas dire le début de la fin, mais ça va être quand même un peu une contamination du système interne de Don Quichotte, parce que ça va être le grain de sable en fait. Ça va être mais vous êtes sûr patron que là c'est une bonne idée en fait de faire ça? Parce qu'en fait là il y a un conflit en fait entre deux systèmes mis en place, à savoir que vous avez d'un côté Sancho Panza, qui lui, il est dans la réalité, hein, il est concret, il est factuel. Lui, ce qui l'intéresse, contrairement à ce qu'on nous a fait dire à l'école, que c'est le paresseux qui n'est intéressé que par boire et manger et dormir, en fait, c'est pas qu'il est juste intéressé par ça, c'est juste qu'en fait, il est dans la réalité concrète de qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on mange, comment on mange, où est-ce qu'on trouve à manger et où est-ce qu'on dort. C'est le terre-à-terre, mais dans le bon sens du terme. C'est le factuel. Tandis que Don Quichotte, lui, il est plutôt dans un... déjà, il n'est pas dans la réalité concrète et tangible, parce qu'il vit à une époque des chevaliers, qui n'existe plus à l'époque où lui vit. Il est dans l'honneur et il est dans le sacrifice. Donc, il est dans des concepts. C'est vraiment deux univers parallèles qui se rejoignent ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment la réalité contre le conceptuel. Et vous vous souvenez tous de la scène des fameux moulins. Et là, en fait, pareil, moi je me souviens quand je l'avais étudié à l'école, c'était oui, là il est fou, il voit des moulins, il se bat contre des moulins, et c'est une expression qui est passée dans la langue française, enfin dans la culture classique, soit en France ou en Espagne, ils se battent contre des moulins, ça vient vraiment de ce livre-là. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est quoi? C'est que vous avez Don Quichotte qui voit des moulins, qui prend pour des géants, et donc il va se battre contre eux. Sancho Panza qui dit maître, non, moi je vois que c'est des moulins, mais ok, vas-y, cours devant. Il peut rien faire, il est parti sur son cheval, hein, donc il peut pas le retenir. Mais en fait, comme il se retrouve face à des moulins, parce que factuellement ce sont des moulins, donc Quichotte, il ne peut pas gérer cette information, parce que lui, encore une fois, il est dans son univers, il est dans son système de valeurs, il est dans la réalité, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Donc en fait, il va décider à l'instant T d'inventer le magicien Freston,
qui a transformé en fait les géants qui étaient en train d'attaquer tout le monde en moulins. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que son mental n'a pas la possibilité de gérer l'information à l'instant T. C'est juste impossible. Donc il va trouver une solution pour se dire que, en fait, il va trouver une excuse pour justifier son narratif parce qu'en fait, son esprit ne peut pas gérer le côté factuel. Il doit absolument protéger son obsession. C'est pareil quand il se retrouve face aux brebis et face aux moutons. En fait, il a décidé que c'était une armée ennemie. Donc, il va décider de les tuer. Donc, il se jette dans la bataille, donc la démord. Là, et il va inventer toute une histoire comme quoi ils sont rendus et il y a eu une bataille complètement. En fait, il se faisait juste caillasser par les bergers qui protégeaient parce qu'il s'est dit « Non, mais attends, t'es en train de buter nos moutons et on t'a rien demandé. » Donc, c'est vraiment ce côté, se réinventer toute une histoire parce que la réalité, ça ne lui convient pas. Il est vraiment dans son système de valeurs. Et comme il ne travaille que sur le système de la chevalerie, il faut qu'absolument tout rentre dans ses cases. C'est assez compliqué, mais mes petits Norois, vous savez absolument de quoi je parle. Donc là, en fait, c'est l'histoire du premier tome. Ce qu'il faut savoir que c'est le génie, pour le coup. On quitte Don Quichotte pour revenir sur Cervantes. En fait, on part du génie de Cervantes. En fait, comme je vous l'ai dit, il s'est fait dépasser par son œuvre. Don Quichotte l'a complètement dépassé, à tel point que ça a été un succès littéraire. Et à l'époque, les droits d'auteur, tout ça, les auteurs, ça s'imprimait, il n'y avait pas de protection ni quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il y a un Margoulin qui a décidé de faire la suite de Don Quichotte. Sauf que Cervantes n'a jamais donné son accord pour ça, parce que c'était son bébé, c'était son œuvre. Je vous rappelle qu'il est en prison quand il l'a écrit, c'était une satire, et il ne voulait pas que son œuvre lui échappe. Donc en fait, il a rédigé le tome 2 en 1615. Le premier tome est sorti en 1605, et parce que comme ce Margoulin avait pris la décision de lui faire une suite, et il s'est dit non, je reprends le contrôle. Donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, il est foudrage. Donc, qu'est-ce qu'il veut quand il découvre ça, qu'on lui a volé son œuvre? En fait, il décide de reprendre l'histoire de Don Quichotte et de le tuer parce qu'en fait, c'est son personnage à lui, c'est son histoire à lui, donc il est hors de question que quelqu'un prenne le contrôle. Vous voyez, la littérature, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, notamment avec Gilliatt et Hugo, il y a quand même souvent un mélange entre la réalité et la fiction. Les auteurs mettent quand même beaucoup d'eux dans les personnages, donc c'est leur bébé, donc on ne va pas leur prendre leur... Non. C'est hors de question qu'on leur fasse vivre des aventures qui ne leur appartiennent pas. Agatha Christie fera pareil, Sherlock Holmes fera pareil. Il y a vraiment quelque chose d'animal, ce sont nos personnages, on ne va pas nous les prendre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il écrit un tome 2, et là le tome 2 il est génial, parce que dans le tome 2, en fait, les personnages qu'on croise dans le tome 2, ils ont lu le tome 1. Donc on est dans une espèce de dystopie, utopie, tout ce que vous voulez, dans une méta-réalité, de se dire que l'auteur a écrit un livre où son premier livre a été lu, Don Quichotte reste un personnage, mais les autres ne sont plus vraiment des personnages. On peut dire que quand même plutôt comme des comédiens, c'est ce qui va se passer en fait, qui vont s'amuser en fait à lui faire des canulars pour le tester tout le temps. Bon, on est sur de la cruauté, mais au niveau littéraire, c'est quand même génial. Donc en fait, Don Quichotte, là, on est à un niveau de « je refuse de me masquer ». Vous savez très bien de quoi je parle, mes petits Norois. Le masking, pour nous, c'est juste... c'est un enfer. C'est un enfer quand on se rend compte à quel point on va loin pour masquer ce qu'on est. Mais là, en fait, le génie de Don Quichotte, c'est que lui, en fait, le masking... il veut pas. Donc, et puis lui est tellement dans son truc, en fait, que... En fait, qui est vraiment en pouvoir? Les comédiens qui sont au courant que Don Quichotte est un personnage et que tout ce qu'il fait, c'est complètement lié à son amour complètement déraisonné de la chevalerie, ou Don Quichotte qui est justement tellement dans son univers de chevalerie qu'il force les autres, ça c'est du génie, à se confronter à son univers à lui de chevalerie. Qui est le plus fou? Ça c'est la question. Mais là... ça va aller quand même très loin pour le personnage, parce que en fait tous ses amis lui ont dit en gros non mais sors de là, tu peux plus, un peu comme Fort Boyard, sors. Sauf que ton système de chevalerie, arrête, c'est pas ta réalité, t'es en train de te perdre, on est en train de te perdre, donc arrête sur la chevalerie. Et là en fait ses amis se disent non mais là en fait il est allé trop loin, donc on va faire
comme des chevaliers, on va le prendre à son propre jeu, à savoir qu'il va se battre, il va faire un combat contre le chevalier blanc. Le chevalier blanc, en fait, c'est un de ses amis qui est déguisé. Et en fait, les deux se battent et Don Quichotte perd ce combat. Donc normalement, quand on perd ce combat, on repart sur ses terres. Et là, en fait, il rentre chez lui. Et c'est comme, vous allez très bien comprendre de quoi je parle, le petit Noroa, c'est que on peut pousser, entre guillemets, notre délire très loin, mais par contre, une fois que c'est fini, on ne pourra plus retourner en arrière. Et là, en fait, c'est ce qui va se passer pour Don Quichotte. Il va rentrer chez lui. Et c'est comme si d'un seul coup, on avait allumé la lumière. Et il va abandonner son système de chevalerie parce que, en fait, selon son propre système, une fois que le chevalier a été battu au combat, en fait, soit il meurt, soit il repart dans ses termes. En tout cas, il perd de sa superbe et il ne peut plus être chevalier dans son système à lui. Ce qui fait que il rentre chez lui, il est obligé de remettre à niveau son système de chevalerie et en fait, il tombe malade. Et comme avait décidé Cervantes depuis le début, en fait, il meurt. C'est vraiment pour vous dire à quel point, là, pour le coup, le système de pensée, le système de valeurs de Don Quichotte, c'était son oxygène. Et en fait, à partir du moment où on lui a retiré ça, en fait, la personne est morte. Vous voyez à quel point, quand on est dans le masking, à quel point on est dans notre univers, ne nous le détruisez pas. Parce que ça peut avoir des conséquences qui, pour vous, à la base, ses copains, ils sont tous bienveillants. À la base, ils disent non, mais c'est bon, arrête ton délire, là, t'es en train de te faire du mal. Alors qu'il faisait du mal à personne. Mais en fait, pour faire le bien, en pensant faire le bien, en fait, ça a fini par tuer notre personnage. Donc, on va passer quand même au joli, parce que quand même, ici, si vous avez eu envie de lire ou de relire Don Quichotte, cette fois-ci, dans les Trésors d'Eurydice, je vous présente cette magnifique édition qui a été faite, donc, les fameux 2 tomes. Souvent, vous les retrouvez en 1 tome et souvent, les gens ne savent pas qu'il y a 2 tomes. Là, on est classique, Hachette, 1875. Donc là, des rousseurs, je vous rappelle juste l'âge du bouquin, 1875. Vous avez en 2 tomes. L'avantage de ce livre ancien, c'est que vous voyez qu'on est sur du super solide. Donc il a vécu énormément de vie. Le livre, c'est, encore une fois, c'est un méta-objet. Vous avez l'histoire du livre et vous avez l'histoire dans le livre. N'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul pouvez protéger. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge dans votre librairie de livres.